Aquila Rebelle. Portrait sensible. Un podcast réalisé par Fabien Eck. Nous sommes en direct du théâtre, le Tani Théâtre à Lisieux. Et je me souviens, pour commencer cette présentation, lors d'un entretien avec le cinéaste polonais Krzysztof Kieślowski, à la fin d'une représentation de la double vie de Véronique, une jeune fille était venue vers lui et lui avait dit ceci: « Je vous remercie parce que maintenant je sais que j'ai une âme. » Eh bien, c'est un peu cette impression que nous avons quand nous débarquons dans ce théâtre avec son accueil et puis ce qu'il propose, ce qu'il a à nous donner à voir, donner à entendre, donner à vivre. Nous avons eu la chance de vivre il y a déjà 2-3 ans, un spectacle qui s'appelait Simone, avec l'incroyable comédienne Sophie Carité, qui était déjà mis en scène par le directeur du lieu du Tani Théâtre, Arnaud Aubert. Eh bien, quelques années après, 3 ans se passent, il nous offre, et c'est un véritable cadeau, à nouveau pour notre âme, La sœur de Jésus-Christ, qui a été écrit par un Italien, c'est Oscar De Suma, qui a été traduit par Federica Martucci. Voilà. Alors, le comédien Pierre Delmotte, accompagné d'un musicien Nicolas Giraud, la scénographie Hervé Mazelin et pour les lumières Estelle Riba. La rencontre avec le metteur en scène, le comédien, le musicien, eh bien, se fera en première partie. En deuxième partie, nous retrouverons celle qui s'est occupée des lumières, Estelle Riba, et puis enfin il a eu la gentillesse de nous envoyer un petit mot. Eh bien, je lirai le mot que le scénographe a bien voulu nous partager, qui est donc Hervé Mazelin. Le tout sera saupoudré de musique, de cette pièce de théâtre, encore une fois, tellement émouvante, tellement forte sur le monde actuel. Ce sera Nicolas Giraud avec quelques morceaux tirés, qui nous a offert ces morceaux pour accompagner ce podcast, et c'est une véritable chance. Voilà. Alors, La sœur de Jésus-Christ, on peut résumer ça comme ça: la marche d'une jeune femme à la reconquête de sa dignité. Et enfin, avant de lancer ce podcast, j'aimerais vous lire ce que l'on trouve tout de suite dans les premières pages de La sœur de Jésus-Christ. Ce qui peut introduire ce formidable texte, qui est édité d'ailleurs aux éditions Lisières. On peut lire ceci: qui connaît son ennemi comme il se connaît, en sans combat ne sera point défait. Sun Tzu, l'art de la guerre. Aquila Rebelle vous dit bonjour ou bonsoir et vous souhaite la bienvenue.
Non, c'est bon. Alors, on se retrouve en direct du Tani Théâtre pour une nouvelle pièce de théâtre qui a été conçue par... alors, vous allez vous présenter, ça sera mieux. Quel est votre nom ? Alors moi, je suis le metteur en scène, oui, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. C'est ça. Je suis Arnaud Aubert. Et vous dirigez le Tani Théâtre. Bon. Il y a quelques temps, on s'était vu, on se voit un peu régulièrement, mais on s'était vu il y a quelques temps pour une grande aventure. C'était à Avignon. Que présentiez-vous à Avignon ? Simone en aparté, oui. Simone en aparté, avec Sophie Carité. Je me souviens que parce qu'on va parler création, là, j'ai de la chance, je suis avec le comédien et puis le musicien qui boit un café actuellement, et la création en elle-même. Je me souviens que lors d'une rencontre après la pièce, Simone, il y avait eu une histoire la genèse il y avait eu une histoire de jardin. De jardin dans la genèse de Simone. Par rapport à chez ta maman, je crois. Non, oui. C'était ça ou pas ? Par rapport à ta maman, non ? Il n'y avait pas un jardin ? Ouais, aussi, en fait, c'était tous les faisceaux qui ont fait que je me suis mis sur ce projet de travailler sur ce personnage et cette figure de Simone Veil. Oui. Bon, alors comment on passe ça va faire quoi 2-3 ans maintenant, Simone, 4 ans, ouais. L'histoire de la genèse de ce projet. Comment on se rejette à l'eau pour un nouveau projet ? Et surtout, quand est-ce que ça a été quoi le point de départ ? Parce que le point de départ, c'est sans doute effectivement la suite de Simone en aparté. Parce qu'avec ce projet-là, on était amené à rencontrer pas mal de fois des lycéens, des lycéennes. Et on a eu la chance dans quelques lycées, après la représentation, de revenir dans leur établissement et de leur proposer une lecture théâtralisée. Et on avait travaillé avec Sophie Carité sur des auteurs femmes de l'époque de Simone et qui venaient éclairer à leur façon tous les sujets abordés dans la pièce de Simone en aparté. Et notamment la dernière partie qui était sur l'émancipation des femmes, l'émancipation des droits des femmes. Et du coup, la lecture finissait par des textes de Gisèle Halimi sur les procès de Bobigny et les procès d'Aix-en-Provence et la criminalisation du viol. Et ensuite, un dernier texte de Lola Lafont sur comment on peut se reconstruire, notamment par l'écrit, par la parole, suite à un trauma comme le viol. Et donc, on avait discuté plusieurs fois avec des lycéens sur ce rapport-là des violences sexistes et sexuelles et sur le viol. Et c'était il y a quelques années déjà, mais à la grande stupéfaction des professeurs, et pour moi la première fois, après non, mais la première fois oui, c'est que tous ces enfants de 17 ans, ils n'étaient même pas au courant de #MeToo. Alors que nous, ça nous paraissait tellement évident. Mais en fait, #MeToo, c'est depuis 2015 ou 2017, je ne sais plus. Mais eux avaient 10 ans à cette époque-là. Et sur les réseaux qu'ils fréquentent, en fait, on ne parle pas du tout en fait, #MeToo. Du coup, c'était assez fort de parler du viol avec ces enfants-là. Et c'est là où je me suis dit, la prochaine pièce, pourquoi pas ? Dans toutes les pièces que je lisais, quand je suis tombé sur cette traduction du texte d'Oscar de Souma, La sœur de Jésus-Christ, je me suis dit, mais ça, c'est super. Parce qu'on aborde la thématique des violences sexuelles, mais pas par le biais de la victime et du trauma que ça crée, mais plus au niveau sociétal, comment la société se comporte face à cette violence. Non, mais ce texte, comment il arrive sur un bureau ? Est-ce que c'est sur une étagère parmi... Parce qu'au Tani Théâtre, par exemple... Parce qu'au Tani Théâtre, par exemple, qui est un lieu qui est quand même extrêmement
agréable. Il y a un bar, ce qui n'est pas négligeable. Il y a des tables pour manger aussi, ce qui est pas mal non plus. Et puis surtout, il y a quand même toute une rangée de... Oui, il y a 3000 ouvrages. donc Il y a 3000 ouvrages textes contemporains. Ouais. Voilà, donc ce texte, Il n'était pas du tout là. non. En fait, hein. Alors, il était où alors? On le trouve où? Dans une librairie, dans une médiathèque? Non, en fait, moi j'aime bien lire les textes de théâtre, donc je me renseigne un petit peu, je vais voir un peu ce qui sort dans les maisons d'édition. Et il s'est avéré qu'en 2021, l'année où moi je cherchais, j'ai commencé à chercher en fait quand on était à Avignon. Et puis prendre le pouls d'Avignon, c'est aussi voir un peu qu'est-ce qui fait que les spectateurs peuvent être intéressés ou pas. Et ce texte-là, je l'ai trouvé tellement moderne dans sa construction et dans sa thématique. Voilà. Il venait de sortir dans la maison d'édition qui est très connue. Quelle maison d'édition? Les éditions théâtrales. Et avec le soutien d'Arsena et la maison Antoine Vitesse, on fait la traduction. Il y a eu la traduction du texte. Et il est sorti dans une toute nouvelle collection qui s'appelle Lisière et qui met justement des textes de théâtre qui ont un format pas habituel. Alors, quand on lit un texte, est-ce qu'il y a des images qui arrivent? Parce qu'en fait, il y a combien de personnages dans le texte? Il y a combien de personnages en fait? Dans le texte, il y a beaucoup de personnages. Il y a ceux qui parlent et puis ceux qui sont simplement évoqués ou qui sont présents. Je crois qu'il y a à peu près 75 personnages, quelque chose comme ça, mais qui ont quelques mots à dire ou plusieurs pages à dire. Là, il y en a une petite quinzaine. Mais non, pour répondre à la question, moi non, je fonctionne pas en termes d'image. Moi, je fonctionne plus en termes de parole. Je viens plutôt d'un théâtre de la parole que d'un théâtre de l'image. Alors, comment c'est imposé, puisque dans cette pièce... La sœur de Jésus-Christ, en tout cas, ta mise en scène à toi, tes choix à toi, se sont portés sur un comédien et un musicien. Pourquoi ? Parce que c'est ça qu'il fallait faire. Donc on l'a fait. Non, mais parce que c'est pour moi c'est enlever de la force au texte. Non, parce que ça aurait pu aussi très bien dire, mais finalement c'est inadaptable, j'aurais jamais 15 comédiens pour moi. Voilà. Ouais, non, je pense que ça vient d'une forme très narrative, c'est du théâtre-récit. Et donc effectivement, il y a une sorte de conteur qui est là. Ça a été notre gros travail de recherche. Qui est cette personne qui parle, d'où elle parle, pourquoi elle parle, et c'était à inventer en fait. Mais ensuite, il y a donc une tripotée de personnages qui suivent le parcours d'une jeune femme. Et donc, qui prend la parole? Est-ce qu'il faut effectivement un homme et une femme? Est-ce qu'il faut un narrateur et ensuite quelques comédiens pour jouer tous les personnages? Non, moi je pense qu'il fallait mieux que ce soit la parole d'une personne. Bon, alors ça tombe bien, le comédien principal, puisqu'il n'y en a qu'un, est avec nous. Alors pouvez-vous vous présenter? Avec plaisir, je m'appelle Pierre Delmotte. Et en effet, j'interprète, disons, ce narrateur énigmatique dans cette pièce. Mais peut-être pour rebondir sur ce qui a été dit à l'instant, on ne se connaissait pas avec Arnaud, je le connaissais de nom et je l'ai eu au téléphone, un échange très chaleureux. Il m'a envoyé la pièce, pas en PDF mais en courrier avec un mot. Voilà, j'ai apprécié le geste et je l'ai lu d'une traite, évidemment, ce texte, parce que c'est quelque chose qui nous traverse autant qu'on le traverse. Et tout de suite, je me suis dit, mais j'ai appelé Arnaud dans la foulée. Je me suis dit, alors le texte est super, c'est un super défi d'interprète, hein. Au-delà évidemment de la portée des thématiques, de ce que ça raconte, mais c'est une vraie partition. Mais tout de suite je lui ai dit, mais pourquoi moi et pourquoi pas une femme? Voilà, peut-être ça c'est Arnaud qui pourra répondre à cette question-là, mais d'emblée je me suis dit pourquoi un homme? Mais si c'est un homme, je veux bien que ça soit moi, oui. Je me suis dit ça. Bon, en tout cas, avant que le metteur en scène réponde, en tout cas, puisqu'il y a un narrateur pour cette pièce de théâtre, c'est ce désir, en tout cas, d'être sur scène et d'être présent, ça vient d'où et depuis quand, ça?
depuis l'enfance là. Est-ce qu'il y a eu un choc Au-delà de la pièce, parce qu'on c'est espère, ça, on hein. espère vivement que des scolaires ou des jeunes adultes, en tout cas, voient ce spectacle, et même des plus âgés, mais en tout cas, parce que c'est un véritable choc, et j'espère que ça peut créer des vocations, en tout cas, ça peut aider à vivre. Alors, toi, quel a été Est-ce le que j'ai point eu des chocs et des vocations? Je crois que c'est d'abord, on parle de loin là, c'est ça, hein, c'était quand mon désir premier de faire du théâtre ou de jouer la comédie? Je pense que c'est d'abord jouer la comédie. Je viens pas du tout d'un milieu, pour le dire simplement, artistique, et c'était vraiment quelque chose de très énigmatique dans ma famille et mon entourage. Et il n'y avait pas forcément, même très peu de portes d'entrée. Je crois que c'est d'abord ma cinéphilie et ma passion pour le cinéma qui m'ont amené à jouer la comédie. C'est d'abord le plaisir de jouer la comédie. Quels films ont été importants? Quels metteurs en scène? Oh là 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 là, il y en aurait tant. C'est la question piège de citer mes films fétiches et tout. Après, il y a les films qui me bouleversent, mais... Un exemple quand même. Il y a des films que j'ai... Je sais pas, Wim Wenders, par exemple. Alors, c'est moins... oui, je suis assez admiratif je pense de par son rapport cinéma, mais... par rapport à la pièce, justement. ouais. Par exemple, à Paris, Texas, je sais pas... Ouais, c'est moins mes références, même si c'est un immense cinéaste, hein, mais moi je suis un enfant des années 90, donc j'ai grandi avec une soif de fiction, et qu'on me raconte des fictions de tous les genres et de toutes les espèces, et donc je suis un enfant de Spielberg et de ce cinéma-là, et E.T. particulièrement, ce film sur la fin de l'enfance particulièrement, c'est un film que j'ai besoin de revoir, de montrer régulièrement, et puis il y en a encore beaucoup, voilà, des films, mais en tout cas c'est d'abord ce désir de cinéma qui m'a amené au plaisir du jeu, et comme j'avais pas de porte d'entrée, que sans doute j'avais déjà peut-être un désir de faire du cinéma, mais en tout cas c'était plus simple d'intégrer des clubs de théâtre et tout, et en fait j'ai toujours fait du théâtre dans des ateliers théâtre, je crois depuis mon plus jeune âge, et j'ai jamais cessé d'en faire, et aujourd'hui je pourrais pas me passer de la scène et du contact direct avec le vivant et les spectateurs, voilà. Bon, alors on parle théâtre, on parle choix d'un comédien. Il semblerait, comme tu disais, tu as reçu le texte, mais tu connaissais pas Arnaud. Donc Arnaud, expliquez-nous, s'il vous plaît, pourquoi ce comédien? L'avez-vous déjà vu sur scène? Est-ce qu'il y avait une légende autour de lui? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je travaille... J'aime bien travailler à l'instinct. Et voilà, en discutant avec plusieurs personnes, je dis, bah tiens, je vois pas encore quel personnage, quel comédien pour interpréter ces personnages. Voilà, donc on m'a parlé de plusieurs comédiens, je me suis renseigné un petit peu comme j'ai pu. Et puis certains, je voyais un peu plus ou que j'avais vu jouer. Et à un moment donné, il faut faire des auditions. On convoque 3, 10 ou 30 personnes ou 300 personnes, et puis on fait des auditions. Et puis il y a un heureux élu et tous les autres qui sont conduits, voilà. Et moi, j'aime pas ça du tout. Je trouve que c'est pas ça l'humanité. Je trouve pas que c'est pas ça l'artistique. C'est l'humain avant tout. Et du coup, j'ai pris un risque. Je me suis dit, tiens, je vais, voilà, lui. Voilà, s'il accepte, on va se rencontrer, on va travailler un petit peu ensemble, et puis si on arrive à se connecter, on continuera. Et voilà, ça s'est fait comme ça, tout simplement. Est-ce qu'il y avait, puisqu'il y a toujours le musicien qui est avec nous, qui est avec sa tasse de café, là, et son écharpe autour du cou, qui est bleue, est-ce qu'il y avait ce désir de musique, et parce que c'est pas rien dans la pièce, est-ce que c'est écrit dans le texte, ou c'est... une idée qui arrive un soir de pleine lune, Arnaud? Ah non, ça c'est aussitôt en lisant le texte. Hein. Ça fait. J'ai pas de vision, mais j'ai des pensées. Et comme c'est une écriture, c'est un peu comme un long plan séquence avec des digressions, ce texte. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du cinéma dans l'écriture. Et il y a plein d'images. C'est pour ça que je parlais de Wim Wenders et de Paris, Texas, quoi. C'est un texte qui crée des images qu'il ne faut pas forcément produire sur le plateau, mais celui qui entend le texte, ou parfois qui le lit, voilà, ça nous crée des images. Et ça suffit. Mais
comme il y a ce côté du cinéma et que le cinéma, c'est de l'image qui défile et du son par-dessus, on dit souvent le cinéma, c'est 50% de l'image et 50% le son. Et ben, je me suis dit, là, il fallait aussi 50% de son. Donc il fallait une composition originale et une présence une présence du musicien à côté du comédien. Ça pouvait pas être une bande son et un comédien qui joue avec une bande son, c'était pas possible. Bon, en plus, ça fonctionne formidablement bien. Alors, monsieur le musicien, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour. Moi, c'est Nicolas Giraud. Donc, j'ai fait la bande son, composé la bande son, et je suis le musicien Bon, alors, sur scène. Avant de parler du spectacle, mais Oui. comment on en vient à, justement, on a un comédien qui est sur ta droite. Comment on en vient? Toi, justement, c'est pas les mots, c'est les sons qui vont t'accompagner dans une vie. C'est quoi cette chose-là, comme ça, qui se met en place dès l'enfance, ou pas, d'ailleurs, un peu plus tard? Oh là là, je sais pas, ça. En fait, c'est parce que je suis plutôt curieux. En fait, j'ai plusieurs métiers dans le spectacle. Et à chaque fois, je sais que quand je travaille le son, ça me fait penser à travailler la lumière. Et quand je travaille la lumière, ça me fait penser au décor. En fait, il y a une espèce de tout. Donc, et là, en fait, on m'a proposé de faire la bande-son. Donc, j'ai dit oui, mais je ne savais pas que j'allais être sur le plateau au départ. Il ne m'avait pas dit. C'était facile ou pas, ça, cette idée-là, d'être sur scène, justement? Tu étais un peu un homme de l'ombre, c'est ça, non? Oui, normalement, je reste en régie. Et en fait, ça m'a séduit. Quand il m'a demandé, j'ai dit oui. Puis après, j'ai fait confiance. Est-ce que c'était pas le plus difficile de porter des lunettes spécifiques pour ce spectacle, non? Non, ça va. Non, au contraire, en fait, je me suis aperçu que ça a aidé d'avoir... Alors, c'est un truc que je ne connaissais pas du tout, quoi. Le fait qu'on ait un costume, en fait, c'est vachement plus facile d'être sur le plateau, quoi. Nicolas, donc, est-ce que toi aussi, tu as reçu par la poste, par un postier ou une postière, le texte avec des annotations? Non. Non. Non, parce que nous, déjà, on se connaît depuis les années 90, déjà pour commencer. Et après, on a eu des parcours complètement différents et on s'est retrouvés au moment de Simone. Moi, j'ai travaillé sur la bande-son de Simone déjà. Ah, déjà, d'accord. Voilà. Alors, comment on s'approprie ce texte, ces idées, et comment on en vient à choisir un instrument de musique? Parce qu'il y a, je crois, enfin, tu vas dire, une guitare, un clavier sur scène? Comment ça se passe? Oui. En fait, au départ, on était vraiment parti sur l'idée du western, donc toujours un truc très cinématographique. Hein. Donc, c'est avec toutes les références de western spaghetti, tout ça, qui sont venues en tête, et c'était la guitare, quoi. Donc, il a fallu que je me remette à la guitare parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué. Et donc, vraiment, je suis parti sur la guitare électrique au début, et puis petit à petit, pour l'orgue, c'est venu vraiment avec cette histoire de messe. Mauro, là, il a une espèce de vision comme ça, spirituelle, toi. Donc c'était l'orgue. Et après, en fait, ici, il y a le thérémine qui est arrivé. C'est un instrument qui fonctionne juste avec les ondes. Ah oui. C'est-à-dire qu'il faut vraiment placer ses mains. Il y a une main qui place pour la hauteur du son. C'est presque du voodoo. Ouais, presque. Hein. Et ça, c'est venu pour le côté, je crois, le côté bizarre que ça a apporté, quoi. Bon, on revient au comédien. Le comédien, c'est à toi. Qui a des lunettes. Le texte, donc, il est parcouru une première fois, puis une deuxième fois, une troisième fois, et puis à un moment, il y a une rencontre avec le metteur en scène, et puis il va falloir s'approprier ce texte. C'est quoi la technique pour s'approprier quelque chose qui va devenir un monologue, presque un monologue, parce que je crois que tu interviens, toi, Nicolas, tu parles un petit peu dans le spectacle, ouais. Une phrase, une réplique. C'est abusé, tu m'as piqué 2 répliques. 2 répliques, quoi. Sur mes 56 pages de texte. Voilà, 56 pages de texte. Qu'est-ce qui se passe? On s'enferme dans un bureau pour l'apprentissage même, c'est ça? Oui, peut-être un peu bête comme question, mais la technique de l'apprentissage, c'est ça? Voilà, parce que même ce travail de découpage de texte, est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait ensemble au fur et à mesure? Enfin, donc il y a le texte entier, et puis après, comment s'approprier? Ouais, d'accord. Texte entier, ça, vraiment, mais les personnages qu'il faut s'approprier, et là...
C'est comme un Ouais. gros boulot et c'est comment on voit le personnage, comment on identifie des voix, parce qu'il y a des différentes voix à l'intérieur de toi. Il y a plusieurs personnes à l'intérieur de toi. Est-ce que tu étais conscient qu'il y avait plusieurs personnes à l'intérieur de toi? Il y a plusieurs personnes à l'intérieur de moi, mais bon, déjà, c'est quelque chose que j'aime, moi, en tant qu'interprète, faire beaucoup, c'est-à-dire cette nécessité d'aller vite, de devoir raconter l'histoire sous tous les angles et en effet d'interpréter, d'être amené à interpréter plusieurs silhouettes. Je dis silhouettes volontairement, pas forcément personnages, parce que, comme le disait Arnaud justement tout à l'heure, parfois elles sont juste évoquées. Et il ne faut pas non plus inonder le spectateur et la spectatrice avec trop d'interprétation. On n'est pas non plus dans une incarnation shakespearienne de chaque personnage. Donc parfois on les met juste en avant comme ça, on leur donne juste une petite silhouette, un corps un tout petit peu fléchi et une voix un tout petit peu, une voix un tout petit peu déformée, différente. Et ça suffit parfois. Et le personnage reviendra peut-être une fois ou pas du tout. Et donc il ne faut pas inonder le spectateur là-dessus. Et puis non, sur l'apprentissage même, parce qu'après, comment on dessine la partition, ça c'est évidemment le travail qu'on fait avec Nicolas et Arnaud en répétition, ça c'est vraiment le travail de création. Pour l'apprentissage en soi, vraiment l'apprentissage bête et méchant, c'est du labeur, hein, c'est vrai, mais après tout, c'est pas toujours un moment sympa à passer, mais au final, comme on avait beaucoup travaillé ce qu'on appelle texte en main au plateau, avant même l'apprentissage, quand pour moi est arrivé le moment d'arriver face au pupitre texte en main, alors moi j'ai besoin de marcher, d'être en mouvement pour apprendre le texte, mais je me suis rendu compte que je connaissais des pans entiers, des paragraphes entiers, il fallait juste que je fasse de la couture entre ces paragraphes pour reconvoquer les images et tout, mais je connaissais déjà, puisqu'on avait passé du temps au plateau, je connaissais déjà une bonne partie du texte, et puis après, je suis allé marcher dans un cimetière derrière chez moi pour apprendre mon texte. Voilà. Un cimetière qui est C'est un peu calme, mais non, mais qui est un c'est peu hyper calme. à l'abandon, non? C'est pas ça? Ah, pas du tout. Pas du tout. Un vrai cimetière, alors, d'accord. J'ai même mis des options sur des endroits. Non, c'est tout à fait actuel, cimetière, mais c'est très calme. Donc je marche, je tourne en rond, c'est parfait. Je suis assez distrait quand même, parce que je trouve que c'est des endroits très inspirants, mais ça c'est pour la petite histoire, mais voilà. Et Le fait aussi d'être dans, Arnaud le disait, et puis le fait d'être metteur en scène, d'être comédien, d'être musicien, c'est aussi une manière de défendre quelque chose et de défendre un projet qui est celui-ci. Il y a d'autres projets, on peut faire un spectacle sur Casimir par exemple. Cette idée de défendre quelque chose à tout prix, où il y a une pensée qui soit reliée à quelque chose de malheureusement de très contemporain. Comment on s'inscrit dedans en tant que personne humaine le texte parle pour nous, évidemment, on le fait en connaissance de cause, et même, oui, ce sont des choix, mais je crois que le texte est suffisamment fort, on a juste c'est-à-dire que le sujet, ce sujet-là, ça parle pas que de ça, hein, évidemment, ça parle des violences faites aux femmes, c'est le point de départ. Et je suis fier d'apporter ma modeste pierre à l'édifice, mais pour moi c'est une pièce presque qui parle plus de la rumeur, et on bascule aussi sur ce village devient tous les villages. Il y a quelque chose de mystique, en tout cas dans l'approche de la mise en scène d'Arnaud, et aussi de mythologique, quoi. Et là d'ailleurs je trouve que le propos gagne en ampleur et en universalité, voilà. Mais j'allais dire, il faut presque, pour porter ce propos-là, en fait, à partir du moment où j'ai accepté le projet d'Arnaud, il s'agissait presque de dire une réplique après l'autre, et je peux pas savoir ce qui va se passer dans la tête des spectateurs, et c'est presque pas mon travail, mais ma mission principale, c'est de raconter l'histoire. Voilà. Alors on retourne au metteur en scène. Le choc des mots ou la qualité littéraire de cet écrivain, est-ce que tu peux redire à nouveau son nom? Est-ce qu'il est toujours vivant, contemporain? Est-ce que comment ça se passe? Je sais qu'il y a une traduction aussi, avec le traducteur devait venir voir le spectacle aussi, non? Comment tu es rentré en contact aussi avec Alors oui, je suis rentré en contact avec la traductrice, Federica Martucci. Et donc l'auteur, c'est Oscar de Souma, il est italien, il ne parle pas français. Et elle a traduit beaucoup de textes déjà, via notamment
via notamment les éditions théâtrales et la maison Antoine Vitesse et le dispositif Arsena. Et elle est une des spécialistes en France, assez jeune traductrice, à avoir déjà traduit plein de textes. Et comme elle est italienne, elle est française et italienne. Et du coup, elle va souvent en Italie. Elle connaît énormément bien le théâtre italien et les créateurs italiens. Et du coup, c'est elle aussi qui a proposé à Oscar de Suma de traduire son texte, sachant qu'il n'est pas édité en Italie. Il a reçu des prix. Il a eu plusieurs prix de la critique en Italie. C'est un texte qui se joue depuis 2016, je crois. Et c'est lui qui le joue. Il a même plusieurs versions de son texte. Mais voilà, il a que des manuscrits et voilà, ils ont travaillé énormément ensemble sur l'écriture. Et puis elle est aussi comédienne, Federica, donc elle a aussi le sens du rythme ouais. Et puis c'est vraiment du théâtre récit, donc il y a beaucoup de choses qui sont répétées. C'est une écriture un peu en spirale au niveau des informations. Il y a des informations qui reviennent une fois, 2 fois, 3 fois. Je ne sais plus quelle était la question. Non, mais en tout cas, ce plaisir de trouver un texte effectivement qui est extrêmement bien écrit. Ah ouais, c'est assez jubilatoire au niveau de ce texte. Qu'on se dit, bon, bah, au bout d'un moment, ça va, on a compris, au bout de 10 minutes, c'est terminé, on passe à autre chose. Mais non, c'est ça qui est la force de Tsunami là, qui arrive au fur et à mesure, là, c'est avec les strates. Là. Il y a le fait aussi qu'on passe d'un registre littéraire à un autre registre littéraire, ou presque d'un registre théâtral à un autre registre théâtral. Parce qu'il y a un côté farce villageoise, il y a un côté western, on l'a dit, il y a un côté tragédie antique, il y a vraiment plein de registres qu'on traverse comme ça. Et ça crée une vraie tension dramatique. On veut savoir comment ça va. La mise en place est très déroutante pour le lecteur comme pour le spectateur. Il faut un temps d'adaptation pour rentrer dans la pièce. Mais une fois qu'on est rentré, on est happé. Ouais. Bon, alors comment on happe avec des sons sur cette histoire, Nicolas ? Je sais pas. Avec des sons... Est-ce qu'il y a une émotion ? Tu as forcément dû entendre notre comédien... dire les mots, et donc tu es happé aussi par ça. Enfin, il y a aussi une musique qui est créée par l'écriture du texte, par le choix aussi du metteur en scène de le propulser de telle manière, mais il y a le comédien qui est là aussi. Donc comment cette alchimie, elle se met, il dit oh là ça va exploser, là ça va être plus doux, là c'est complètement bizarre comme son. Oui, c'était c'est suivant les lieux, c'est vrai. C'est pas mal parti par des sons. Mais je sais pas comment dire, parce que les musiques faisaient vraiment le lien entre les différents chapitres au départ, et puis petit à petit, en fait, ça s'est mêlé au son. Surtout sur le 1, il y a beaucoup de sons, il y a plein de présentations, il y a des volets qui se lèvent, des chiens qui aboient, des poules et tout ça. Donc il y a un truc qui est très figuratif, enfin très concret. Et petit à petit, on s'en échappe pour... Parce que donc, il y a une bande-son, c'est ça ? Ouais. Et en plus, toi, tu rejoues par-dessus. Voilà. Ok. Oui, c'est un mélange des deux un peu tout le temps. Il y a des fois où on ne sait même plus si je joue ou pas dessus. Donc, oui, en fait, je crois j'ai l'impression que c'est de plus en plus abstrait, quoi. Parce que la fin, on est vraiment dans une drôle d'ambiance quand même à la fin. Mais au niveau de la création pure et dure, est-ce que tu es habité, je veux dire, quand vous êtes en création tout le temps non-stop, est-ce que chez toi, est-ce que ça te poursuit, est-ce que tu dis ah tiens j'aurais dû mettre ça ou je vais mettre ça, comment ça intervient la création ? Ça me poursuit tout le temps. Tout le temps ? Je suis tout le temps. Et souvent, en fait, c'est à force de répéter les petits trucs que je trouve qui amènent d'autres choses, mais c'est... Je suis assez lent en fait. Pour moi, c'est un travail de longue haleine, quoi. C'est petit à petit, et puis tout finit par se tuiler. Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir qu'un objet en fait de son du début à la fin, quoi. Il y a très peu de moments où il n'y a rien du tout. Mais je ne sais pas trop comment dire. Le nom du narrateur, c'est... Ah oui, attends, Arnaud voudrait dire quelque chose sur le son, sur la musique en tout cas. Oui, il n'a pas composé, essentiellement, il n'a pas composé... on ne s'est pas vu, et puis on a discuté de la musique, et puis 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard, il est arrivé avec la musique. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça.
c'est qu'on a énormément travaillé tous ensemble pour rechercher la scénographie, pour rechercher les types d'interprétation de Pierre, pour rechercher le costume. Et du coup, la musique, elle s'est créée. On a passé beaucoup de temps à table au départ pour bien sentir comment rentrer. En fait, comme il y a une forme de narrateur, il faut que le narrateur ne soit pas... En fait, ce texte, par exemple, il est possible de le trouver sur France Culture. Il a été mis en voix et en musique sur France Culture. Et c'est inaudible. C'est inaudible, c'est soporifique au possible. Parce que leur parti pris, c'était une narration sans implication. Juste dire des mots, boum, boum, boum. Et puis, il y avait des voix pour faire les différents personnages, des différentes voix, différents comédiens et comédiennes. Et du coup, on ne rentre pas du tout dans le récit. Et ce qui nous fait rentrer dans le récit, là, dans le parti pris qu'on a eu, c'est vraiment que le narrateur s'implique, ne fasse pas simplement raconter une histoire, mais nous dévoile aussi ce qu'il ressent en racontant cette histoire. Est-ce qu'il a un nom, ce narrateur ? En fait, moi, j'ai plusieurs idées. Voilà. Parce que l'idée, c'est qu'il faut démultiplier les sens possibles. Donc, il ne faut pas donner une réponse claire et nette pour le spectateur, parce que c'est inintéressant. Mais par contre, il faut ouvrir le champ des possibles pour justement que les spectateurs puissent s'évoquer tous des choses différentes et s'emparer eux aussi de cette émotion et de ce récit-là. Bon, on va retourner au narrateur, là. Enfin, un narrateur plus. En même temps, France Culture, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés de rentrer dans un format d'1 heure. Et ça ne rentre pas dans un format d'1 heure. Enfin, il n'y a pas... faut pas non plus... Enfin, tu vois, il y a des formats qui demandent qu'on des cahiers des charges et tout ça. Donc... Oui, c'est pas pour dire que... Non, mais c'est intéressant parce que c'est comme aussi adapter une pièce de théâtre, c'est comme un parti pris. Et justement, après l'avoir vu cette pièce, c'est bien évident qu'avec toute la participation, d'une certaine manière, à différents personnages, il a bien fallu faire justement un choix, quoi. Est-ce qu'il y a je ne sais pas depuis combien de fois vous l'avez joué maintenant, mais est-ce qu'il y a des phrases qui restent, qui sortent là? C'est vraiment, t'es dans la rue, t'entends un mot, ça revient comme ça. Enfin, où il y a quelque chose qui t'accompagne sur ce spectacle-là. Oh là là, c'est dur. C'est dur parce que c'est un tel... J'essaie d'être le bon élève et de sortir une ou deux phrases comme ça, mais ça me vient pas parce que... C'est trop tôt encore. Trop tôt, peut-être. Et puis c'est des tels... en fait... on en a parlé tout à l'heure, c'est une telle vague, c'est un tel souffle que en fait, tout est tellement lié que c'est toujours dur. Par exemple, quand on est en raccord, c'est-à-dire quand on répète un point précis, Arnaud me dit oui, je veux avoir ce truc-là, donc je vois très bien ce petit passage-là très précis là. Je dis oui, il n'y a pas de souci, mais je veux bien qu'on me souffle le texte. C'est-à-dire que je peux reprendre au milieu du texte de ces 50 pages-là, mais ça me demande... c'est-à-dire qu'une chose en amène une autre et c'est un texte qui est fait de digression tout le temps. C'est-à-dire que je vois toujours ça comme un crayonné sur une feuille blanche. C'est-à-dire on prend notre crayon, là comme ça on fait une ligne, puis on reprend le milieu de la ligne, puis on continue un peu plus loin, puis on reprend le milieu de la ligne. Et le texte, la langue est vraiment faite de ça. C'est-à-dire qu'il y a des répétitions tout le temps, etc. Donc et peut-être oui, pour revenir aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure, je trouve qu'il y a un vrai... Oscar De Souma a fait un travail, l'auteur, mais je trouve que Federica Martucci... la traductrice, tu veux dire. La traductrice a fait un travail vraiment... Enfin, Est-ce que ça tient pas, parce que je suis en train de réfléchir par rapport à ça, et notamment par rapport au fait que lui donc, n'est pas seulement... écrivain, qui écrit en plus pour le théâtre, encore une fois, c'est encore une écriture différente de l'écriture littérature, on pourrait dire. Le fait aussi qu'il soit acteur et que la traductrice soit aussi comédienne. Peut-être, et pourtant c'est parce qu'il y a un jeu très subtil et encore une fois jubilatoire d'être dans ce texte-là, la sœur de Jésus-Christ. Oui, sans doute ça joue forcément qu'il et elle soient tous les deux interprètes, comédiens, comédiennes, mais
Mais malgré tout, on est dans du théâtre récit, c'est très écrit, il y a une vraie langue, donc voilà. Mais elle a fait un travail de traduction, ça sonne, ça claque, il y a une vraie poésie de la langue. C'est un vrai délice de porter ce texte et de traverser par ce texte-là. Voilà. Bon, on va poser une dernière question au metteur en scène. Puisque je me souviens d'un metteur en scène polonais qui s'appelle Andrzej Żuławski et qui avait adapté Boris Godunov, l'opéra Boris Godunov pour le cinéma, et qu'on lui posait la question de savoir qu'est-ce qui était advenu après tout ce travail. Qu'est-ce qui était apparu entre découvrir ce texte, commencer à être habité par lui et commencer à rêver de lui, si on va même un peu plus loin au niveau de rêver comme faisait David Lynch par rapport à des projets, les idées qui adviennent comme ça, et tout ce parcours là entre cette création, ces rencontres extraordinaires alors il manque la personne qui fait la scénographie, on va essayer de la rencontrer, et puis la lumière qui sont faites par Estelle Riba, le scénographe c'est Hervé Mazelin, qu'on va essayer de rencontrer, voilà. Hélène Gay au costume. Ah bah, et voilà, alors citons les gens qui ont participé complètement à ce projet. Alexis Migne à la construction et certains petits effets également. Donc Et quelle Dylan, aventure humaine à chaque fois un spectacle, hein, c'est pas, on voit justement donc pour la technique, pour le son. Bon, alors justement, qu'est-ce qui te parcourt quand d'un seul coup la lumière s'allume? Je sais pas, quand tu regardes le spectacle, tu es dans la salle, tu es sur les côtés, non, comment ça se passe? Est-ce que tu revois le spectacle ou... Oui, moi j'aime bien assister aux représentations. C'est comme un bébé, hein, tout ça. On aime bien l'accompagner. Je sais pas quoi dire. Pour moi, c'est émouvant. C'est très flippant parce que je sais que c'est du spectacle vivant. Il peut se passer n'importe quoi. Hein. C'est pas des machines, hein, les personnes avec lesquelles je travaille, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ils sont sur la faille. Hein. Moi, je suis aussi comédien, je sais que ça peut être très jouissif d'être sur le plateau, mais ça peut être aussi très dangereux. Qu'est-ce que ça dit de toi maintenant? Est-ce que parce que tu as presque une vingtaine d'années maintenant, tu approches de 21 ans. Non, mais qu'est-ce que ça dit est-ce que c'est un spectacle que tu aurais pu monter beaucoup plus tôt en fait? Non, parce qu'il n'y aurait pas eu le texte. C'est vraiment un spectacle qui vient du texte, hein, de la rencontre avec un texte. Donc là, déjà, techniquement, non. Et puis, dans mon parcours d'homme, d'être humain, moi, je vois une ligne très claire, hein, entre la toute première grosse mise en scène, à part avec des amateurs, mais vraiment le premier projet pro que j'ai mis en scène. C'était quoi? C'était la valse numéro 6. C'est un texte des années 30 sud-américain et qui parle, c'est une femme qui parle, Elle est au piano, déjà une femme. Elle est toute seule, et de façon complètement métaphorique, donc c'est à peine compréhensible par le public. En fait, elle raconte, elle est morte en fait, et elle raconte, elle cherche à comprendre, en fait c'est une quête avec elle-même, pour qu'elle puisse comprendre pourquoi elle est morte assassinée d'un coup de poignard dans le dos dans son piano alors qu'elle avait 15 ans et qu'elle était en fait enceinte du médecin de famille. Donc il y avait déjà l'histoire du viol, il y avait déjà l'histoire de la quête comme ça. Donc forcément que ça fait une ligne, et avec d'autres projets que j'ai eus qui sont venus jalonner, que ce soit sur la mise en scène ou que ce soit sur les thématiques. Voilà. Bon, on va finir avec ça. Et par rapport aux phrases qui reviennent comme ça, elles sont quand même énormément liées, pour moi, aux émotions. Il y a pas mal de textes où, quand on les joue, encore 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard, on entend une phrase ou un mot dans la rue, et pouf, ça nous fait penser à une phrase d'un spectacle. Là, moi, c'est plus en termes d'émotion, je trouve. Il y a des choses qui me touchent énormément. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Merci à toi, Fabien.
Alors, c'est parti. Alors, on se retrouve en direct du Tani Théâtre et je suis très très heureux puisque j'ai en face de moi Estelle Riba, la fameuse Estelle Riba qui s'était occupée, et c'était pas rien, de mes lumières pour mon spectacle qui s'appelait Barbara Dernier Concert et qu'on avait joué à Avignon. Et mais tout avait commencé au Tani Théâtre, puisque le Tani Théâtre, c'est un lieu de quoi? On dit de production? Comment on dit? Pas du tout. Pas du tout. On dit le théâtre, c'est transmission, création. Qu'est-ce qu'on dit aussi Qu'est-ce qu'on fait, Sabrina? Il y a Sabrina qui est à côté de nous, c'est l'administratrice. On est inséparables. Accueil de compagnie pro en résidence. Et puis programmation. Voilà. Bon, en tout cas, on est en direct de Lisieux. Et si on regarde par la fenêtre, que voit-on, Estelle? La basilique. La basilique. Et quand il y a un coucher de soleil, c'est magnifique. Bon, en tout cas, c'est vraiment l'endroit où il faut être ici. Alors, on est ici puisqu'il y a eu un nouveau projet après celui de Simone, qui était un projet mis en place par le directeur du lieu, qui s'appelle Arnaud Lambert. Aubert. Arnaud Aubert, je sais pas pourquoi Lambert Wilson, Lambert, il y a plein de Lambert, la chanson de Renaud, non? Est-ce que Renaud c'était... Ah oui, Gérard, voilà, Gérard Lambert. Voilà, c'est le retour d'Arnaud Aubert. Arnaud Aubert, voilà, qui avait créé un magnifique projet avec une actrice non moins merveilleuse. Comment s'appelle cette actrice? Sophie Carité. Sophie Carité. Splendide. Voilà, donc Simone, qui avait été mis en place, maintenant ça va faire 3 ans, c'est 2022. C'est 2022 et donc ça avait été joué ici même, et puis un peu partout en France, et puis surtout aussi pendant le Festival d'Avignon. Voilà. Donc c'est jamais simple ou pas évident, puisqu'on peut dire que c'est un franc succès de se relancer sur un autre projet. Donc autre projet qui est donc celui de la sœur de Jésus-Christ. Et puis à partir de quel moment... Alors déjà on va commencer déjà pour savoir un petit peu, parce en fait tu as plusieurs casquettes au sein du Tani Théâtre. Comment ça s'est mis en place, ce désir, ou en tout cas ce choix de dire je ne serai pas astronaute, je ne serai pas, je sais pas, lanceuse de disques de javelot pour les Jeux Olympiques à Moscou. C'est une grande découverte pour moi, le monde du spectacle, que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout les métiers du spectacle. Et j'ai rencontré une personne qui était régisseuse. Et j'ai découvert le métier de régisseur, et là j'ai dit c'est ça que je veux faire. Faut bien mettre le micro comme notre ami Michel Drucker. Voilà, comme ça, sous le menton, comme ça. Parfait, c'est parfait là. Ah là là. Donc une découverte, et c'est vraiment quelque chose qui comme un feu d'artifice là. Complètement. Voilà, je cherchais ma voie. J'étais en comptabilité à Falaise. Tu connais bien. Comptabilité en Falaise, tout à fait. Tu connais bien Falaise et Au le lycée Louis-Liard. Voilà. Et je m'ennuyais, mais d'une force. Et je sais pas moi, à 18 ans, 19 ans, je découvre ce métier, et là j'ai dit c'est ça que je veux faire. Mais à quel endroit et dans quelles circonstances? C'est pas rien pour le coup. Eh bien, je faisais du foot, dis donc, du foot féminin. Les copines qui m'avaient emmené là, j'étais dans un club, et puis il y avait une nana qui était régisseuse. Et puis j'étais intéressé, donc elle m'a emmené à Lisieux, au théâtre de Lisieux, et là j'ai dit mais oui, je veux faire ça. Est-ce que tu te souviens de la pièce ou pas forcément, mais en tout cas juste la sensation, en tout cas de voir quelqu'un qui crée quelque chose dans un lieu particulier. Un théâtre, c'est un endroit un peu particulier, comme on refait le monde, comme sur un terrain de foot, tu me diras. Mais... Oui, c'est pas vraiment pareil. Non, mais c'est vrai que les lieux sont magiques. T'éclaires. La mise en œuvre d'un spectacle, on se rend pas compte, mais c'est. Est-ce que tu peux plus préciser, parce que c'est intéressant, parce qu'on parle de régisseur, mais qu'est-ce que ça définit en fait régisseur? Parce que quand on va parler spotlight, projecteur, lumière tout à l'heure, mais en fait,
Quels sont tes attributs pour Il y a le régisseur général qui chapeaute un petit peu l'équipe. Alors ici, j'ai pas d'équipe, je suis toute seule, donc je me chapeaute. C'est plutôt intéressant. Régisseur général qui va faire les plannings, qui va appeler les compagnies, qui va négocier le matériel dont ils ont besoin. Donc il va chapeauter, lui, le régisseur général, le régisseur plateau, le régisseur son. Voilà. Et après, il y a donc le régisseur son qui va s'occuper que du son, de la diffusion, des effets, tout ça, mettre des enceintes derrière, devant. Il y a le régisseur plateau qui va s'occuper du décor, qui va s'occuper du chargement, des chargements, enfin de plein de choses, faire des manipulations au plateau pendant le spectacle. Il y a le régisseur lumière qui va accueillir en lumière, qui va monter les projecteurs Alors en justement, fonction... puisqu'on parle de lumière, là, allons-y carrément, plongeons dedans sur la scène. Et donc tout est noir et la lumière fut. Oui, ça c'est magique. Alors pour le dernier projet, donc, qui est La Sœur de Jésus-Christ, à partir de quand le grand Manitou Arnaud Aubert te fait part de son désir de monter ce texte-là? Est-ce qu'il te le fait lire? De quelle manière il t'en parle? Est-ce qu'il y a déjà des images dans sa tête? De quoi il te parle? Je pense que... À quel moment il a commencé à nous en parler on l'a monté quand il y a... C'est un processus très long. Arnaud a une méthode, c'est très long, c'est 15 jours par-ci, et on se retrouve un mois après, et on retravaille 15 jours. Donc effectivement, il nous en parle, il nous convoque. Dramaturge, les comédiens qu'il a choisis, moi, le scénographe. Il nous convoque autour d'une table et ils font la lecture. On fait la lecture tous ensemble et c'est là où ça commence vraiment. Où on met des voix, on met le ton sur des mots. Justement, on parle de voix, des voix sur alors, des tons, des voix, et aussi est-ce qu'il y a des images qui apparaissent? Est-ce qu'il y a des fulgurances comme ça? Effectivement, moi quand j'entends le texte, j'entends les choses, j'ai des choses qui apparaissent. J'ai des idées plein la tête. Mais bien souvent, ces idées-là, ça ne marche pas. Oui, c'est vraiment virtuel tout ça. Hein. Pour moi, il faut vraiment être sur le plateau. Ça, c'est mon truc à moi. Il faut voir le comédien évoluer sur scène. Faut commencer à voir un décor qui se monte. Faut voir le comédien bouger, voir le ton qu'il donne. Et c'est des sensations. Hein. Alors concrètement, là, donc il y a un scénographe. Est-ce que tu peux rappeler son nom? Hervé Mazelin. Hervé Mazelin, qu'on va aussi interviewer. Quand Hervé... Est-ce que il faut d'abord le décor, et c'est peut-être plus facile pour s'inscrire après dans une idée de lumière? C'est ça qui détermine non, on peut début commencer sans décor. D'accord. Parce qu'on travaille vraiment tous ensemble, progressivement. Donc les choses arrivent progressivement au plateau. Au départ, le comédien peut être tout seul. Et on peut l'éclairer, on met un projecteur, 2 projecteurs, on cherche... on essaye de le suivre. Parce que là, comparé d'un point de vue technique, je trouve que comparé à... Là, on voit, c'est assez circulaire, oui. Parce que le plateau est circulaire, comparé à Simone, qui était un peu plus rectangulaire peut-être. Oui, et qui prend tout le plateau. Mmh. Là, on est à 3,40 de diamètre, quoi. Donc c'est vraiment une bulle. Vraiment une bulle. Mais quand on commence le travail... Il n'y a pas de décor, mais on va chercher une chaise, on va chercher une palette, et puis on fait semblant d'eux. Et Arnaud fait évoluer le comédien autour de la palette, autour de la chaise, de la table, et les choses arrivent comme ça. Et le scénographe regarde aussi, et on écoute le texte. Et on propose. Et tous les jours, on propose, et on propose, et ce n'est que de la proposition, et c'est beaucoup parler ensemble. Vraiment beaucoup. C'est partager tout le temps. Et soumettre des idées. Bon, alors quand on a une idée et qu'elle tient le coup, est-ce que tu peux donner un exemple par rapport à cette mise en scène-là? Il y a alors la scénographie sur le plateau, il y a une échelle qui est à
la verticale. à la verticale, ce qui est pas rien parce que ça donne forcément, on parle de Jésus, forcément il y a des moments où il y a un spotlight qui est, je crois, qui est juste au-dessus, oui, quoi, oui. voilà, quoi. Il y a pas mal d'actions sur cette échelle. Et ta question était... Eh ben, justement, non, mais est-ce que toi, alors on essaye Ah avec oui, des palettes, oui. mais quand le décor commence à être fixé et qu'on a déjà mis quelques petites lumières en place, qu'est-ce que ça fait de la joie qu'on peut avoir, ou la oui. jubilation de se dire, attends, là ça, s'il se tourne par ici, il tourne la tête par là, ouais, comment... C'est un peu mathématique. Est-ce qu'il faut être bon en mathématiques pour Non, être mais on éclairagiste essaie, là, il y a une palissade derrière, donc on a vraiment envie de l'éclairer, cette palissade, mais il suffit pas de mettre un projo en face. Il faut que cette palissade prenne de la valeur. Donc, il faut lui trouver un angle pour l'éclairer. Donc, tu mets un projecteur à cour, tu mets un projecteur à jardin. Alors, jardin, est-ce que tu peux expliquer quelle est la différence entre les deux? Cour, c'est côté de la cour, et jardin, c'est jardin. Entre la droite et la gauche, là, parce qu'à chaque fois, tout le monde est perdu par rapport à ça. Ça dépend où tu te places dans le théâtre. Alors, si on est spectateur comme toi, Si avec tes on est consoles... spectateur, la cour est à droite. D'accord. Et le jardin est à gauche. Mais quand le metteur en scène parle au comédien, la cour sera toujours du côté de la cour. Donc le comédien est à l'inverse. Et du coup, sa cour sera à gauche. Ça devient très technique, là. Ouais, non, mais il faut le vivre. Ouais. Mais technique, la cour du côté du cœur. voilà. Ou Jésus-Christ. Ou je sais plus, Jacques Chirac. Non, bon, voilà. Oui, donc l'éclairage, quand on éclaire, palissade. Je fais des essais. Ouais. La palissade, c'est une palissade, c'est alvéolé, comment on appelle ça? C'est les tôles ondulées. Alors tout de suite, on se dit, oh là là, ça va faire des ombres, ça va être génial. Donc comment sublimer cette palissade? Tu cherches, et moi j'ai choisi des rasants. Ça vient raser vraiment, ça vient frôler la palissade avec des LED, et ça fait des zooms. Donc tu ouvres, ça écarte la lumière, ça fait moins d'ombre, tu refermes un peu. Tu cherches les ombres, tu cherches... Ouais, c'est de la recherche, c'est des propositions, tout le temps. Estelle, est-ce qu'on est comme un peintre, quoi? On cherche une lumière et on met un peu de jaune. Est-ce que je vais rajouter du blanc? Oui, ou alors je rajoute du rouge? Ah oui, c'est vrai. Moi, j'appelle c'est mes tableaux. En fait, je fais des tableaux en fonction de ce qu'on vit sur scène. Donc effectivement, et d'ailleurs avec la nouvelle génération de projecteurs, les LED, on a plusieurs couleurs et on a un choix infini de couleurs. Donc tu fais des mélanges de couleurs. Donc on est de plus en plus peintre. Ah non, c'est chouette. Et puis il y a dans les LED, tu as des palettes de couleurs, mais tu peux choisir de créer ta propre couleur. Tu te dis, tiens, il manque un tout petit peu de bleu dans le jaune, là. Non, c'est super excitant de faire de la lumière. Bon, alors ce qui n'est pas évident, c'est aussi, donc il y a des indications de lumière, c'est-à-dire très précises. J'ai connu ça avec toi, avec les spots, à un tel endroit, il faut être sur le plateau. Et donc, en tant que là, du coup, c'est peut-être plus l'éclairagiste, c'est la régisseuse, qui va mettre des petits scotch quelque part sur le plateau. Moi, c'est moi qui, en fonction de ce que le metteur en scène a demandé aux comédiens, moi, je me dis, tiens, il se passe une scène là, il revient souvent ici, machin. Je vais mettre un projecteur en face, en contre. Je vais me placer dans la lumière. Je vais lui mettre un petit phosphorescent. Et je vais venir voir le comédien en disant, il faudra que tu te poses ici. Un comédien, ça sait très bien prendre la lumière. En fait, on appelle ça le point chaud. On le voit, le point chaud. On sait quand on est éclairé. On ne doit pas avoir le point chaud dans le bas du ventre. On doit l'avoir sur le visage. Alors, maintenant, avec les LED, le point chaud, c'est un peu plus compliqué, mais on place le comédien dans la lumière. On lui explique. Bon, quand est-ce qu'on sait que bon, là, la pièce dure à peu près 1h30, ce qui est comme pas rien à éclairer tout au long de la pièce, qu'il y a des variations dans cette pièce. Quand est-ce qu'on sait que c'est ça, qu'on y est?
Que c'est pas qu'on est autre sur la chose. bonne piste. Bonne piste Et, où on se dit, voilà, bon, le 0,5% que je peux rajouter, non, je le laisse à 0,10, on n'en parle plus, hop, on passe à autre chose. Et donc la question, c'est de savoir par rapport à des choses qui sont déjà mises en place, comment ça te suit pendant toute la création du travail, et est-ce que ça te fait relever la nuit en disant, non, c'est comme ça qu'il faut que je fasse, Ah oui, demain il ça faut que peut je change arriver. tout. Ouais. Ah, mais il faudrait que je mette un projecteur là. Oui, on ne sait jusqu'au dernier moment. On peut mettre une gélade d'une couleur différente. On peut proposer jusqu'au dernier moment. On est toujours en travail. Mais comme on travaille ensemble, le comédien, le metteur en scène, le scénographe, c'est du pas par pas. Quand le décor est complètement là, on répète tous les jours et on répète la première partie, deuxième partie, troisième partie, puis on revient en arrière. Enfin, on fait des filages. Je vois dans la lumière, ça se construit. Et puis d'un seul coup, je vois que plus je le vois, plus mes lumières s'affinent. Je baisse un peu le circuit 5, je remonte un peu ça. Et puis c'est une question de tempo. Les lumières, elles montent en temps, elles redescendent avec un autre temps. Donc je suis le comédien, je compte. Je compte ses pas, parce que j'aime beaucoup quand il rentre dans la lumière, quand il ressort. C'est ça, on les suit. Et comment on sait qu'on est sur le bon truc, c'est tout simplement le metteur en scène qui dit « ouais, ça j'aime ». Et on continue. Et on continue et on propose. Voilà, alors le spectacle dure à peu près 1h30 et en fait tu parlais d'un seul coup, alors je sais plus, mais on parlait de... Parce qu'en fait, comme j'ai vu ton travail et comme tu l'as restitué sur une feuille de papier, c'est comme une partition en fait. C'est une partition. Ouais. C'est une partition. On appelle ça une conduite lumière. C'est des tops qu'on... Alors, je peux les construire moi-même, ces tops, en me disant « Ah tiens, il bouge là », machin. Mais c'est souvent avec le metteur en scène aussi. Qui dit maintenant tu vas aller à court, et là, changement de lumière, paf. Ou il y a des faux noirs. Donc on passe au noir, on revient... Est-ce que maintenant ça fait un certain temps que tu éclaires des spectacles, est-ce qu'il y a quand même un moment une espèce de frustration en se disant, je sais pas, mais tu es interpellé par quelque chose, un spectacle qui a déjà été fait, et malheureusement tu pourras plus rien y faire, mais tu te dis, ah non mais là, en y réfléchissant, il y a 3-4 ans j'ai fait un spectacle, mais là, j'ai compris, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire, ou modifier, et du coup ça intervient sur le prochain, où tu te dis, ah là je vais pas me faire avoir. Non, je crois pas. Franchement, je crois pas. Moi, non, tant que le public... Enfin, c'est le public qui nous conforte dans ce qu'on a fait. Et moi, tant que le public me dit « Waouh, oh, c'était génial !» Un public qui regarde la pièce, qui te dit « Ah, mais puis tes changements de lumière, plateau... » Il voit rien, en fait. Il est entraîné, c'est magique. Moi, le public, il me dit « Oh, bah, c'était chouette, les lumières et tout, bravo !» Bah non, on regrette pas. Non, on regrette pas. Après, on peut faire des erreurs, mais non. On parlait de lumière, donc de peinture. Quelle est ta couleur préférée ? Je sais pas si j'en ai une. Bizarrement, j'aime bien le noir et le gris. C'est pas des couleurs vraiment en fait. Non, j'ai pas de couleur. Sous-là, je dirais que c'est une couleur. Oui, tout à fait. J'ai pas de couleur préférée. J'aime toutes les couleurs en fait. Parce que la couleur, elle apporte la petite chose à l'histoire. Elle t'accompagne. Moi, c'est ça que je trouve magique. Tu peux avoir un plateau sans décor, mais de la lumière. Et la lumière va te guider dans l'histoire. Je trouve ça hyper magique. Si tu mets que des contres, si tu... je sais pas, moi, c'est quoi des contres ? Ah, des contres, c'est quand on éclaire l'arrière par l'arrière, et ça va te faire un relief, ça va pas faire effet carte postale, ça va dessiner ton corps. Donc un contre peut être blanc comme il peut... Enfin, chaud, froid, bleu, rouge, jaune...
Tu vois, j'ai encore perdu le fil, je sais même pas pourquoi je me rappelle plus On pourquoi. parlait de tu la me poses couleur cette question. préférée. Ah oui, ta ma couleur couleur, préférée. Si tu en avais une. Mais je crois que j'aime toutes les couleurs parce que c'est mon métier. C'est d'ajouter de la couleur pour rendre une scène triste, pour rendre une scène heureuse, parce qu'on est dans la forêt et qu'il fait nuit, parce que on est dans la neige et il fait froid. On suggère des choses et on fait appel au comment je pourrais dire ça, je cherche mes mots, à l'imagination, heureusement que Sabrina est là, des spectateurs. On l'aide à rentrer dans... On suggère. On suggère. Comme quand t'écoutes une histoire en podcast, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'écoute des livres audio en podcast. Et ben, j'ai mon imagination qui se met en route et j'imagine le décor autour, j'imagine des couleurs. Ben là, c'est pareil. Est-ce qu'il y a une joie à recréer un monde ou à créer un monde? Ah oui, je trouve, ouais, c'est excitant. Ouais. Une fois que t'as trouvé le code, ah ouais, c'est super excitant. Et de le jouer pour la première fois devant le public, c'est magnifique. Tu vois la réaction du public. Ouais, ah oui, non. D'ailleurs, c'est intéressant parce que toi, tu vis le spectacle un peu différemment des comédiens qui sont sur le plateau. Et toi, peut-être pas la plupart du temps, mais quand même, le plateau technique, je ne sais pas si on dit comme ça, est quand même très proche des spectateurs. Oui. Donc, tu ressens très On facilement... ressent beaucoup les spectateurs. On parlait de Simone, là, on l'a beaucoup joué dans des grandes salles. Et si je vois des gens bouger dans leur fauteuil, je me dis, mais ils s'ennuient. Et alors, c'est rare sur Simone, hein, vraiment. Il y a des gens, ils restent, ils ne bougent pas. Et puis, ces réactions, on entend des « Ah oui !» Enfin, on sent l'émotion des gens. C'est vrai que nous, on ressent ça. On ressent plus que le comédien en face. Sauf si c'est un spectacle comique où tu ris et tout ça. Mais en règle générale, le comédien, il est un peu frustré parce que les projecteurs l'aveuglent, donc il les voit pas, les gens. Bon, qu'est-ce que c'est que de faire un métier là, qui rend heureux les autres? Bah oui, c'est ça qui est magique. Bah ouais, non mais... bah c'est apporter du bonheur aux gens. Je sais pas, oui, c'est bien, ça existe encore, hein. Bon. Faut poursuivre ses rêves, et moi je l'ai poursuivi. Alors, on finit tout le temps l'émission par une question qui est tirée, enfin c'est pas une question, c'est une phrase qui est tirée d'un film d'un réalisateur polonais qui s'appelle Andrzej Wajewski, qui a été le réalisateur de L'importance est d'aimer avec Romy Schneider, Possession avec Isabelle Adjani, et puis il a fait un film qui s'appelle La Note Bleue, qui est un film avec Sophie Marceau, qui joue la fille de Georges Sand. Et puis l'histoire raconte en fait le dernier jour, histoire d'amour, dernier jour entre Frédéric Chopin et Georges Sand qui vont se quitter à la fin du film. Et Georges Sand est interprété par Marie-France Pizier. Et elle dit ceci: quand le ciel est vide et que ça m'a fait mal et que je comprends plus rien à rien. Toi, Estelle, quand tu as été traversée par des moments comme ça, par des bourrasques, des vagues avec des creux monstrueux, comment t'es passée à travers tout ça? Quelles ont été les choses qui t'ont accompagnée? Mes amis. Il n'y a rien de plus vrai que ça. Les amis, la famille évidemment. Les enfants, mes filleuls. C'est l'amour de tout ça, quoi. C'est toujours transmettre. Et mes amis, hein. Mes amis. Parler, pleurer. Aller tomber au plus bas pour mieux remonter. Jamais perdre espoir. Est-ce qu'il y a une chanson qui t'accompagne quand c'est comme ça? Parce que juste avant le podcast, là, tu nous chantais une magnifique chanson de Mike Brandt. Est-ce que tu as une chanson fétiche là, qui redonne le moral là, quand tu l'écoutes, tu dis allez, c'est reparti là. La Ziza. La Ziza d'Éric Balavoine, ah bah c'est super. Il y a beaucoup de chansons de Balavoine qui rendent... une puissance, ouais. Qui rendent plus beau, je trouve. Bon, bah on finira l'entretien avec la Ziza juste après la fin d'entendre ta voix.
Bon, eh ben merci beaucoup Estelle. Merci Fabien. Et puis hâte aux spectateurs de leur faire découvrir Ah oui. le spectacle deux spectacles qui tournent. Donc il y a Simone sur Simone Veil. Voilà, on n'a peut-être pas précisé, mais c'est Simone Veil, voilà. Et puis donc là, la nouvelle création qui est la sœur de Jésus-Christ. Alors expliquer un petit peu plus ce que c'est que la sœur Jésus-Christ. C'est l'histoire d'un garçon qu'on nomme Jésus et qui a une sœur qui s'appelle Maria. Maria. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle ainsi. Oui, mais parce qu'il jouait dans le spectacle de l'église et qu'il avait le rôle de Jésus. Et Voilà. que lui, il a les cheveux longs, blonds. Et lorsqu'il était à l'église, la fréquentation de l'église augmentait. Donc c'est tout simplement ça. Maria, c'est la sœur de Jésus-Christ. Bon, on finira là-dessus. Merci beaucoup Estelle. Merci Fabien. Alors voici le petit mot que nous a écrit Hervé Mazelin. J'ai commencé à faire du théâtre dans les années 70 dans une troupe du lycée Malherbe, qui est devenue après une compagnie universitaire autour de Jean-Pierre Laurent. Je me suis très vite intéressé à la scénographie, c'est ce qui me passionne dans le théâtre. Donc je me suis aussi intéressé au décor. J'ai commencé à faire des masques. J'ai rencontré Arnaud Aubert sur son premier spectacle que j'ai fait avec lui et dont j'ai fait les décors. C'était Le Jeune Prince et la Vérité. Puis on a collaboré à plusieurs autres spectacles, dont Simone en aparté. Et nous avons abordé la scénographie ensuite autour de la sœur de Jésus-Christ. On a travaillé à peu près une année sur ce décor, dans sa conception, pour arriver à la scénographie.
Vous avez pu entendre, et encore une fois on le remercie, les morceaux de Nicolas Giraud, créés spécialement pour la sœur de Jésus-Christ et qui accompagne le comédien sur scène. Eh bien, nous avons pu entendre La trahison, Teresa, Au nom de l'amour et Dernier mot. Alors, nous avions comme invité le metteur en scène de cette pièce de théâtre pour, encore une fois, la sœur de Jésus-Christ. Eh bien, c'était Arnaud Aubert, qui est le directeur du Tani Théâtre. Et nous avons eu la chance d'avoir le comédien Pierre Delmotte, le musicien Nicolas Giraud, d'avoir la sensible et délicate Estelle Riba qui s'est occupée des lumières, et puis enfin le mot que j'ai pu vous lire du scénographe Hervé Mazelin. Ah, que la Rébelle vous dit bonjour ou bonsoir et vous dit à bientôt.